tous, bienvenue dans Tout un monde, votre rendez-vous hebdomadaire avec les acteurs de l'actualité. On va parler de la situation à Jérusalem et en Israël de manière générale, du nouveau débat pour la primaire républicaine et de la crise politique en Australie. Mais voici tout d'abord, comme chaque semaine, en quelques secondes, le bilan de 7 jours d'info. Manuel Valls a défendu devant l'Assemblée nationale la stratégie de François Hollande face à l'État islamique, vol de reconnaissance indépendant de ceux des États-Unis et frappes aériennes, mais sans troupes françaises au sol. Deuxième débat télévisé pour les candidats républicains aux primaires présidentielles américaines. Ils ont tenté, parfois avec succès, de tenir tête au milliardaire Donald Trump, resté au cœur des échanges. Coup d'État au Burkina Faso, les militaires ont pris en otage le président et le gouvernement mercredi et ont annoncé avoir dissous les institutions de la transition. Le président Barack Obama recevra le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou le 9 novembre prochain à la Maison-Blanche. Cette rencontre sera la première depuis la conclusion d'un accord entre les grandes puissances et Téhéran sur le programme nucléaire iranien. La situation à Jérusalem est toujours extrêmement tendue après plusieurs jours d'affrontements dans la vieille ville lors du Nouvel An juif. Un automobiliste israélien victime de jets de pierre a trouvé la mort et le gouvernement veut rétablir la sécurité dans sa capitale. Des réservistes de l'unité des gardes frontières ont été rappelés. Avi Pazner, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en France, ancien porte-parole du gouvernement. Mathias Inbar, bonjour. Bonjour Julien. Vous êtes journaliste de terrain, reporter pour i24 News. Je vais commencer avec vous. Vous étiez justement sur le terrain lors de ces journées d'affrontement. À quoi ça ressemble d'abord ? Écoutez, votre titre symbolise vraiment la question qui se pose aujourd'hui au sein même de l'établissement politique et sécuritaire. Pourquoi maintenant ce regain de violence ? Eh bien, d'abord, pour répondre à votre question, à quoi cela ressemble une manifestation, ou en tout cas des violences sur le terrain ? Eh bien, ce sont des jeunes qui sont envoyés en pâture parce que les grands frères savent pertinemment que ce sont les gamins de 10 ans à 14 ans qui lancent les pierres et qui testent la réaction de la police. On dit que sur les jeunes qui n'ont pas connu la deuxième intifada. Pour la plupart, non. Pour la plupart, non, puisqu'ils ont entre 10 ans et 14 ans. La deuxième intifada a commencé dans les années 2000. Et donc, vous voyez bien qu'on est en 2015. Ceux qui ont 15 ans étaient nourrissons au moment de la deuxième intifada. Ces jeunes-là, eh bien, testent la réaction des gardes frontières et de la police, et ensuite rentrent en action les grands frères, eux qui savent jouer au chat et à la souris avec les forces de l'ordre, et il peut se passer soit un jet de pierre continu, soit dans le cas de violences beaucoup plus effectives, de jets de cocktail Molotov, et là ça peut être très grave parce que vous le savez, un cocktail Molotov peut tuer. Avi, on a vu également sur la frontière sud d'Israël, depuis la bande de Gaza, des tirs sporadiques de roquettes, en violation évidemment du cessez-le-feu établi à l'été 2014. Est-ce que Jérusalem, frontière sud, sont liées ? Je crois que oui, parce que tout ce qui touche Jérusalem est extrêmement sensible, pas seulement chez nous, chez nos voisins aussi. Il y a un aspect religieux, il y a un aspect nationaliste, et je crois que les tirs qui proviennent de Gaza, c'est pas par hasard maintenant. Ça vient en réponse, je crois, à la situation sur le mont du Temple, sur l'esplanade du mont du Temple. Mais ce n'est pas seulement à Gaza. Vous voyez des réactions dans le monde arabe tout entier. Il y a une très grande sensibilité. Premièrement, regardez l'attitude du roi de Jordanie qui menace Israël de prendre des pas diplomatiques ou légaux. C'est fréquent, ces menaces. Voilà. Et le roi du Maroc. Et je ne parle même pas de la Turquie, qui Erdogan ne cherche qu'un bon prétexte pour attaquer Israël. Ouais. Non, la situation à Jérusalem ne reste pas à Jérusalem, ne reste pas même en Israël. Elle s'étend, ok ? Mathias, le gouvernement, parmi les mesures envisagées pour rétablir la sécurité, il y a l'autorisation d'ouvrir le feu, y compris contre les tireurs, donc contre les lanceurs de pierres. Est-ce que c'est une mesure, de ce que vous avez vu sur le terrain, qui est envisageable lorsque vous dites que ce sont des adolescents de 14-15 ans ? Justement, c'est la grande question qui se pose. Effectivement, toutefois, il faut préciser, si je voyais dans les grands titres de la presse étrangère, presse internationale, qui disait « des snipers seront désormais autorisés à tirer ». Alors, il faut bien préciser que les balles de sniper, normalement, qui sont utilisées dans l'armée, au sein même de l'armée, dans toutes les armées du monde, ce sont des 6 mm, des 7 mm. Ce sont des balles qui sont à but, dont le but véritablement est de tuer. Ces balles, éventuellement, si
les tireurs d'élite de la police israélienne sont autorisés après utilisation de toutes les vérifications en haut lieu, eh bien ce seront des 1 mm, 1 mm 5. Ça blessera, ça ne tuera pas. C'est très technique. C'est très technique. Cela ne minimise pas non plus, effectivement, pour répondre à votre question, le danger d'une telle utilisation. Parce que demain, effectivement, on peut se retrouver, et personne ne le souhaite, avec 20, 30 Palestiniens tués ou alors dont les jambes ont été amputées à cause de ces tirs. Il faut bien préciser que pour l'instant, ces méthodes-là sont utilisées exclusivement en Cisjordanie. Contre les terroristes. Contre les terroristes ou, par exemple, à Kalandia, par exemple, qui est entre Ramallah et Jérusalem, lorsqu'il y a la vie des policiers sont mises en danger. Pourquoi je précise ça? Parce que, effectivement, une pierre, vous voyez derrière moi ce plasma, lorsqu'une pierre à cette vitesse-là est dirigée immédiatement contre les forces de l'ordre, elle peut tuer. Avi, vous comprenez que ce genre de décision peut perturber à l'échelle de la communauté internationale d'entendre qu'Israël déploie des snipers, même avec des balles plus petites, contre des manifestants adolescents? Comme vous l'avez dit, c'est technique. Okay. Moi, je crois qu'il faut prendre des mesures très fermes contre ces lancements de pierres, mais des mesures légales ou des amendes. Par exemple, vous avez mentionné, Mathias, que c'est des jeunes de 12 ans, 11 ans, 13 ans. Les parents devront payer de grosses amendes. Ceux qui sont plus âgés, qui ont plus de 18 ans, il faut une peine minimum, ok? Mais moi, personnellement, je suis contre l'utilisation d'armes à feu pour le moment. Quelle est la solution? Pardon? Quelle est la solution? Celle que je vous ai dit. Arrêter, faire un gros effort pour arrêter les lanceurs de pierres, les traduire en justice, une peine minimum, mettons, de 5 ans de prison, ou plus, ok? Plus des amendes aux parents, c'est-à-dire faire quelque chose qui frappe l'imagination palestinienne. Merci beaucoup, Mathias, merci beaucoup, Avi Pazner, de ces explications. Je vous le disais lors du résumé de l'actualité de la semaine, un second débat télévisé a opposé les candidats à la primaire républicaine aux États-Unis. Avant de rejoindre notre correspondante à New York, Danielle Zéry, je vous propose d'écouter quelques extraits de ce débat. Je pense que toutes les femmes du pays ont entendu clairement ce que M. Trump a dit. Je pense qu'elle a un très beau visage et je pense que c'est une très belle femme. Je suis inquiet, il m'inquiète vraiment de l'avoir en charge des armes nucléaires parce que je pense que sa réponse, sa réaction viscérale d'attaquer les gens sur leur apparence, petit, grand, gros, moche, mon Dieu, ça se passe au collège. Je ne l'ai jamais attaqué sur son physique et croyez-moi, il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Ça, je peux vous le dire. Et nous sommes donc rejoints depuis New York par Danielle Zéry, notre correspondante. Bonjour Danielle, merci d'être avec nous. Bonsoir Julien. On l'a vu, la stratégie de tous les candidats était donc de s'en prendre à Donald Trump. Est-ce que ça a payé ? Alors oui et non Julien, oui en effet la stratégie était de s'en prendre à Trump. Plusieurs des questions d'ailleurs des présentateurs de CNN étaient axées vraiment sur ça puisque les candidats, on a posé des questions aux candidats du genre réagissez à ce que Donald Trump a dit dans ce contexte-là, etc. Donc il y a vraiment eu des réactions à Donald Trump pendant tout le débat et c'est vrai que c'était vraiment l'accès des questions. Est-ce que ça a payé? Oui et non. Oui parce que certains candidats ont du coup réussi à se démarquer comme Marco Rubio sur surtout la politique des affaires étrangères et puis bien sûr Carly Fiorina sur le sujet des femmes puisqu'il y a eu une altercation avec Donald Trump et donc ils ont réussi à se démarquer mais si on regarde les sondages le lendemain matin eh bien on voit quand même que Donald Trump reste premier dans ces sondages et il n'est pas prêt d'être évincé. Alors vous l'avez rapidement mentionné, la politique étrangère justement, elle était bien plus présente dans ce débat que dans le premier. Oui, en effet, il y a eu beaucoup plus de politique étrangère que dans l'ancien débat, celui d'il y a quelques mois sur Fox News. Alors, qu'est-ce qu'il en est ressorti? Plusieurs choses. Eh bien, il y a eu beaucoup de discussions sur Daesh, bien sûr, qui est le grand sujet de cette campagne, mais aussi la Syrie. Et est-ce qu'il faut, la question de s'il faut envoyer des troupes américaines au sol en Syrie pour évincer Assad, ou bien est-ce que évincer Assad est une erreur, comme l'erreur dont ils ont parlé lorsque les États-Unis ont évincé Saddam
Saddam Hussein en Irak. Donc c'est un sujet qui a, en effet, la politique étrangère était très présente dans ce débat. Donc à part la Syrie, bien sûr, on a parlé du nucléaire iranien, de la question de savoir si le prochain président va respecter cet accord qu'Obama a conclu avec les Iraniens ou bien ne pas le respecter. En tout cas, il y a eu beaucoup plus de politique étrangère que dans le premier débat. Daniel, vu d'ici, on a l'impression que la primaire républicaine passionne davantage que la primaire démocrate. Est-ce que c'est le cas ? Il faut dire, Julien, que c'est très divertissant. Si vous avez vu le débat, eh bien, on est plutôt divertis. C'est un peu comme regarder un film. On ne sait jamais ce qui va se passer. C'est un peu un suspense. Et c'est vrai que du côté démocrate, on sait un peu que Hillary Clinton va émerger de cela vainqueur et elle va remporter cette primaire. Donc on n'a pas vraiment l'impression qu'il y a plus d'enjeux du côté démocrate. L'enjeu est vraiment du côté républicain et ça divertit les gens, surtout avec des personnages comme Donald Trump dans ce débat. Pour finir, Daniel, pour finir cette interview, est-ce que vous oseriez faire un pronostic quant au vainqueur de cette primaire? Je ne saurais pas vous dire de pronostic, Julien. Il est encore beaucoup trop tôt. Il y a une vingtaine de candidats du côté républicain. C'est très difficile à dire, mais je peux vous dire qu'il y a vraiment des candidats qui se sont démarqués lors de ce débat, qui se sont révélés aux Américains lors de ce débat, dont Marco Rubio, qui lui vraiment a montré une forte connaissance, surtout au niveau des affaires étrangères, de la politique des affaires étrangères. Il a vraiment montré une forte connaissance. Il a d'ailleurs attaqué Trump sur ce point-là en disant que Trump n'avait pas assez de connaissances sur le plan, par exemple, du Moyen-Orient et des conflits qui se passent dans le monde. Et il a raison, il a beaucoup plus de connaissances et en tout cas, il s'est beaucoup démarqué. Je dirais que Marco Rubio est peut-être sous-estimé jusque-là. Daniel Zéry depuis New York, merci beaucoup. Merci Julien. On va s'intéresser à présent à un pays qui fait rarement la une de l'actualité en Occident, mais qui n'en est pas moins intéressant. Il s'agit de l'Australie. Le Premier ministre Tony Abbott, qui était au pouvoir depuis 2013, a été renversé le 14 septembre par un vote de son propre parti. Et c'est un ancien ministre à lui, Malcolm Turnbull, qui le remplace. Alors, pour en parler, j'ai l'honneur d'accueillir l'un des plus grands journalistes politiques de l'Australie, Peter Kennedy. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Alors, en 5 ans, il y a eu 4 premiers ministres dans votre pays. Que se passe-t-il ? Eh bien, ce sont des temps très instables pour la politique australienne, notamment la façon dont les premiers ministres se sont succédés, comme vous l'avez mentionné. Et malheureusement pour lui, M. Abbott a chuté dans les sondages d'opinion et paraissait extrêmement impopulaire. Et je pense que les membres de son parti, menés par Malcolm Turnbull, ont pensé que s'il ne menait pas de changement de leadership, il risquait une défaite aux prochaines élections fédérales qui se tiendront l'année prochaine. Voici la raison de cet affront contre le leadership de M. Abbott. Un affront qui a été soudain, mais en ce qui concerne le Parti libéral et le gouvernement, a été couronné de succès. Alors certains pointent la personnalité d'Abbott comme raison de la crise. Est-ce que vous êtes d'accord ? Je pense que c'était dû en grande partie à la personnalité de M. Abbott. On le décrivait comme colérique et je pense qu'il avait du mal à expliquer les décisions que son gouvernement prenait. Mais pas seulement. À quelques reprises, il a surpris le public australien en annonçant des décisions qu'il avait prises tout seul. Par exemple, il a réintroduit la chevalerie en Australie, ce qui a été une grande surprise pour tout le monde, même pour les membres du parti au pouvoir. Ça a été l'une des décisions. L'Australie avait délaissé les titres de noblesse il y a 20 ou 30 ans, et donc ça faisait figure de réminiscence du temps du Commonwealth. Tout ça avait été abandonné et lorsqu'il l'a réintroduit, les gens se sont dit « Tony Abbott a-t-il vraiment les pieds sur terre ?» En plus de cela, il a attribué un titre de chevalier au prince Philippe, le duc d'Édimbourg. Ce changement a été vraiment perçu comme étrange. Donc il ne s'agit pas seulement de la politique de son gouvernement, mais aussi des décisions de M. Abbott pour lesquelles il était personnellement responsable. Et je pense que de nombreux Australiens l'observaient et commençaient à incliner la tête. Alors, le nouveau Premier ministre est le 3e à entrer en fonction après avoir renversé un collègue de son propre parti. Ça devient une habitude chez vous ? Eh bien, comme vous l'avez dit, il s'agit du 3e ces dernières années, donc ce n'est pas si difficile. En ce qui concerne M. Turnbull, il a été un collègue proche de M. Abbott pendant de longues années. Pourtant, je pense aussi qu'il a été perçu comme rival. Il a été le dirigeant de l'opposition. Il a été le leader du Parti libéral pendant quelques années, en 2010-2011. Puis, en le battant, M. Abbott lui-même a remporté la direction du Parti libéral à un vote d'écart. Donc M. Abbott et M. Turnbull ont été rivaux, mais tous les deux sont basés à Sydney et ils ont été rivaux pendant de nombreuses années et particulièrement un adversaire féroce au sein du Parti libéral depuis qu'ils sont au Parlement.
Et quel est le programme de Malcolm Turnbull, le nouveau Premier ministre ? Monsieur Turnbull a promis de plus consulter et qu'il ne tenterait pas de tacler ses collègues. On ne s'attend pas à de changements majeurs de direction pour le moment. Il a déclaré que les décisions prises par le gouvernement de Monsieur Abbott, elles, seront plus ou moins maintenues. Mais il a indiqué que le grand défi avec lequel il compte faire la différence se trouve dans ce qu'il a appelé le leadership économique. Il y a un déficit non négligeable dans le budget fédéral et le problème du gouvernement est de savoir comment le résoudre, comment augmenter les revenus, couper les dépenses et rééquilibrer le budget. Voilà ce qui est perçu comme un grand défi. Et M. Turnbull a déclaré qu'il va mener le gouvernement de façon à donner aux Australiens un guide pour ramener le budget à l'équilibre. Et ça s'annonce comme une tâche très difficile, je vous l'assure. Peter Kennedy, merci d'avoir été avec nous depuis l'Australie. C'était un plaisir. Et c'était le monde de cette semaine tel que nous l'avons vu. Rendez-vous dimanche prochain pour une émission spéciale consacrée à la 70e Assemblée Générale de l'ONU. Bonne semaine à tous.